Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, nouvel épisode avec Tapiro contre Tapiro. Messieurs, le sommaire, d'abord, ravi de vous retrouver. Ah bah oui, ravi de te retrouver, Pierre, parce que la semaine dernière, on était sans arbitre. Mais vous étiez excellent. On adore. Excellent. Oh, tu nous connais, nous, respect des règles, droit comme des J. Hein. Limite, tu nous as manqué. Alors, sommaire. Les enfoirés assez taquins vis-à-vis de l'organisation des Jeux Olympiques. Des invalides aux X Games, l'entrée fracassante des Saoudiens dans le monde du sport. Avis aux amateurs dans le rugby, le Biarritz olympique est à vendre pour 1 euro. Pourquoi Kassovitz a autant la haine? Wembayama, le phénomène français qui devient un phénomène américain avec des scores absolument ahurissants et du marketing comme s'il en pleuvait. Et Netflix, le nouvel entrant dans le monde des droits du sport. Tout de suite, place à l'émission. Les enfoirés. Ils ont osé. Se moquer des Jeux Olympiques. Le week-end dernier, les Enfoirés célébraient donc leur 35e anniversaire à Bordeaux avec un concert comme tous les ans au profit des Restos du Cœur. Ils ont démonté Paris 2024. Normal, bien senti, déplacé, lamentable, vos avis? Non, franchement, d'abord c'est à pleurer de rire, et ça, on sent vraiment la patte de Michael Youn derrière. C'est le meilleur en parodie, d'ailleurs, il est meilleur en parodie que certains autres de façon premier degré. Donc ça, bravo pour l'aspect créatif. Moi, j'étais mort de rire, tout le monde était mort de rire. Maintenant, ça c'est fait. De l'autre côté, sincèrement, c'est un vrai scandale. Parce qu'en fait, il s'est trompé. Il s'est trompé d'ennemi. C'est pas les JO l'ennemi, c'est Hidalgo. Il aurait pu faire Hidalgo ou Hidingo. Il aurait pu faire un truc sur Anne Hidalgo, la maire de Paris. C'est elle aujourd'hui qui est attaquée. On n'attaque pas les Jeux Olympiques, on n'attaque pas la cathédrale, on n'attaque pas la Tour Eiffel, et ben on n'attaque pas les JO. Donc je pense que le coup est génial, mais ils sont trompés de cible. Malheureusement, il fallait taper sur Hidalgo et pas sur les JO. Surtout, j'ai estimé que le responsable du COJO, Tony Estanguet, avait très très bien réagi. Il avait été extrêmement fair-play en disant voilà, bon, bah, c'est de l'humour, ça fait de mal à personne. Oui. Ça a été très très intelligent. Hein. N'oublions pas que la chanson qui est parodiée, c'est une chanson de 1992 de Michael Jackson qui s'appelle Heal the World, c'est-à-dire guérir le monde. Guérir le monde, quoi. C'est le tikkun du monde. Et bon, c'est intéressant parce que voilà, ils y vont à la bonne franquette. C'est un peu gratuit. Et j'ai l'impression aussi qu'ils se sont permis de le faire parce que les enfoirés tenaient place à Bordeaux et pas à Paris, parce qu'en général ils font une tournante entre Paris et la province. Là ils n'étaient pas à Paris, donc ils se le sont permis. Et puis quelque part les enfoirés sont là réellement des enfoirés. D'habitude les enfoirés ils font du bien. C'est la façon bienveillante que Coluche avait imaginé, justement la façon d'être bienveillant. Voilà, on dit on est un enfoiré. Là non, les enfoirés reviennent au sens originel. Mais ce sont des salauds. Voilà, mais il faut que ça reste exclusivement dans le cadre de l'humour. C'est drôle. Il n'y a pas de jugement là. On peut tout excuser encore une fois quand c'est drôle. Et moi j'aime bien revoir Youn, les rimes ne sont pas forcément très riches, mais c'est drôle. Alors il y en a qui a été malgré tout préservé, c'est Antoine Dupont qui était pour la première fois sur scène et que je n'ai pas trouvé très solidaire du président. En fait, Antoine Dupont, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le super Dupont, c'est le nouveau super-héros français. Hein. On a l'impression que dès qu'il va toucher quelque chose, il va le transformer en or. Là, on le voit, hein, il a quitté le 15 de France pour jouer avec l'équipe de France de rugby à 7. Ils ont gagné le premier titre depuis 2005 et on a l'impression que c'est un petit peu l'emblème, c'est le Astérix des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, alors attention, n'oublions pas que les JO c'est dans quelques mois. On avait pensé la même chose avec la Coupe du Monde de rugby et malheureusement il s'est blessé. On sait ce qui s'est passé derrière. On a eu une grande désillusion. D'ailleurs, le drame que vit l'équipe de France aujourd'hui autour de la destination n'est dû qu'à une seule chose, c'est l'absence de deuil qu'il y a eu après la Coupe du Monde de rugby. On a fait comme si c'était un non-lieu, ça n'a jamais eu lieu. Et l'absence de Dupont. Espérons bien entendu qu'il se rattrapera au JO, mais comme c'est un grand champion, moi je suis très 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 confiant. Voilà pour les enfoirés qui ont vraiment tapé fort sur les JO. JO encore avec cette polémique, l'installation aux Invalides au lieu des armées françaises pendant 4 mois d'un village olympique exclusivement consacré à la délégation saoudienne. L'opposition de députés droite et vent debout, c'était mercredi dernier à l'Assemblée nationale.
Des informations récentes circulent concernant l'autorisation accordée pour l'installation d'un village saoudien sur le site même des Invalides à partir du 10 mai 2024 et ce pour une période de 4 mois, couvrant ainsi toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aimerais, Monsieur le Ministre, obtenir des éclaircissements à ce sujet. Tout d'abord, pourriez-vous m'indiquer si le cabinet du Président de la République et votre ministère ont donné leur accord? Si tel est le cas, pourriez-vous nous communiquer les détails de cette installation, le montant de la location et le bénéficiaire de ces fonds? Ensuite, il est important de considérer les valeurs et les principes que nous défendons en tant que nation pendant les Jeux Olympiques. L'Arabie Saoudite, bien que notre allié, suscite des interrogations quant au respect des droits de l'homme et en particulier ceux des femmes et de la communauté LGBT. C'est extraordinaire. L'été prochain, si on vous demande dans la rue l'Arabie Saoudite, vous pourrez répondre par là, mec, c'est aux Invalides. Vous savez, cette vieille blague carambar qu'on se raconte depuis 40 ans n'est plus une blague. Ça deviendra une réalité. Parce que oui, ce projet de village olympique de l'Arabie Saoudite aux Invalides sonne comme une mauvaise blague, ou plutôt comme un canular. Quand on connaît justement le manque de respect justement de ces valeurs olympiques par l'Arabie Saoudite, quand on est capable d'imaginer justement que ces gens-là seront aux Invalides, on se dit mais est-ce que c'est une blague ou pas? Apparemment non. Ce qui prouve qu'avec de l'argent aujourd'hui on peut tout acheter, même l'esprit olympique. Et encore une fois, Franck, là c'était le plan B. Hein. Je crois que le plan A c'était de faire 4 mois au Palais de l'Élysée, mais j'ai l'impression qu'il était occupé pendant l'été. Et je pense que le gisement de pétrole était plus gros en fait aux Invalides. Blague mise à part, l'hôtel des Invalides c'est vraiment un lieu très symbolique. Vous avez le tombeau de Napoléon, vous avez le musée des armées avec des soldats qui sont en convalescence. Et bref, on a une symbolique très très forte de l'État, une symbolique très très forte de la République, et normalement on ne touche pas à ces endroits-là, comme le Panthéon. On n'imagine pas une autre équipe danoise, slovène, que sais-je, faire 4 mois au Panthéon. Voilà, donc quelque part on a l'impression qu'on va toucher quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, mais qui a à voir avec les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, quand c'est l'équipe de France, d'accord, mais quand c'est une autre équipe, absolument pas. Comment interpréter ce message qui est en fait très politique ? C'est un message politique qui est clair, c'est de dire finalement qu'aujourd'hui, avec de l'argent, on arrive finalement pratiquement à tout acheter. À l'époque, Mohamed Kadhafi avait été reçu à l'hôtel... Sur la pelouse de l'Élysée. Il y avait même installé une tente. Ouais. Une tente, alors c'était l'hôtel de Mathieu, c'était en face, hein, c'était juste en face de l'Élysée, mais il avait installé une énorme tente berbère, etc., alors que certains ministres s'y étaient opposés. Mais comme qu'aujourd'hui, eh bien voilà, on peut tout acheter. On peut tout acheter. Moi, je ne pensais pas qu'on puisse acheter l'esprit olympique, et je vous le dis sincèrement, je ne pensais pas qu'on puisse acheter l'esprit républicain français. À un moment, personne n'a le droit. Et attention, ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. En plus, moi, que je soutiens pour participer aux accords d'Abraham, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir avec ce pays. Aujourd'hui, on me dirait, les États-Unis s'installent à la place des Invalides. Je dirais de la même façon, bien sûr. C'est un scandale. Bien attention, ne nous méprenons pas sur le message. Ouais. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, des choses qu'on ne peut pas acheter. Et l'esprit olympique, pour moi, ne s'achète pas. Voilà pour l'Arabie Saoudite qui pourrait s'installer pendant 4 mois à Paris. Arabie Saoudite, polémique deuxième. Cette semaine se disputait à Riyad, où il fait actuellement 28 degrés, une compétition de ski freestyle. Messieurs, que pensez-vous de cette première compétition de ski de l'histoire de la péninsule arabique ? Est-ce qu'il faut parler d'écologie, hein. Je crois que le climat aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est 28 degrés. Okay, on a une compétition de Big Air qui est une compétition de freestyle dans un pays où il fait 28 degrés. Qui est en prémisse des Jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu aussi en Arabie Saoudite en 2029. Alors c'est assez choquant parce qu'il y a un problème économique, il y a un problème financier. Parce que les bourses qui sont allouées aux skieurs ont été multipliées par 2, sans compter que... Comparativement à quoi ? Comparativement, par exemple, au X Games, qui est la plus grande compétition. En plus. D'accord ? Donc... des gains multipliés par 2, et d'un point de vue humain, on voit bien qu'il y a un problème, parce que normalement, justement, les compétitions de freestyle, comme le Big Air, c'est mixte. Vous avez les garçons comme les filles, c'est mélangé presque, d'accord ? Et là, c'est une compétition exclusivement réservée aux hommes. Oui, mais là, ils ont inventé la neige chaude, hein ? Donc il y a une neige chaude à 28 degrés, donc c'est tout nouveau, c'est parfait, c'est formidable pour l'environnement.
plus on paye les gens, ça choque plus personne de toute façon. Nous, on est là, mais on a l'impression d'être tout seul. Parce que pour en arriver là, pour qu'il y ait une bande-annonce, ça veut dire que ça fait des années que c'est un projet. Donc ça fait des années que toutes les fédérations, l'esprit olympique, etc., disent finalement c'est formidable, il faut absolument aider ce pays à se développer. Mais on peut l'aider à se développer avec d'autres sports. Mais d'imposer, je dis d'imposer, plutôt que de proposer, des sports d'hiver en été, on voit ce que ça donne. Ça donne, on va dire, une absurdité totale. Mais pour moi, l'absurdité humaine, elle est pire encore. Parce que tolérer qu'une compétition se fasse aujourd'hui sans les femmes, il faut vraiment quand même prendre de l'élan. Et comment est-ce qu'on peut oser encore se regarder? Mais ça passe, ça passe très bien. Mais ça passe. Tout comme la dépense carbone, parce que on le voit pour Paris 2024, il y a eu un énorme effort qui a été consenti pour avoir des jeux de plus en plus propres. Et là, on se rend compte simplement qu'avec 28 degrés, quand on a besoin de pistes de ski avec une bonne neige, eh bien, c'est une dépense écologique absolument énorme. En fait, on est exempté parce qu'on a l'argent. Disons-le clairement. Sans l'argent, il n'y aurait pas d'exception. Et là, une exception. Voilà. Donc encore une fois, est-ce que le sport aujourd'hui, qui était le dernier rempart de préservation de certaines valeurs olympiques, valeurs humaines, d'idéal, je dirais, de mixité, est-ce que même le sport va sombrer dans cette parodie de sport et cette parodie sur toute compétition? Parce qu'in fine, s'il n'y a pas des femmes, pour moi, ça ne devrait même pas exister. On devrait même ne pas diffuser l'image et ne pas en faire la promotion. Mickaël, vous dites que ça passe très bien, ça passe d'autant mieux que l'intégralité des stars du circuit sont présentes et que le vainqueur touchera $100 000. Petite question. Il y a peut-être un sujet aussi avec ces stars qui y participent, ces hommes qui y participent. Alors on s'était posé la question la dernière fois avec le golfeur espagnol qui avait basculé du camp saoudien alors qu'il était en GPA, etc., qui est une compétition professionnelle. Sincèrement, quand on est skieur et que souvent on vit de rapine, c'est vrai que le maximum qu'on puisse toucher pour les X Games, quand on est vainqueur, c'est 50 000 euros. 50 000 $, pardon. Okay. Là, on touche 100. On a les frais de déplacement qui sont payés. Et donc, on s'assoit sur les valeurs les plus élémentaires qui sont celles prônées par cette discipline, qui est la totale équité de traitement. Et ce qui me dérange énormément, et je suis d'accord avec cela, c'est que tous ces sports autour du freestyle avec le ski, ce sont des sports qui étaient censés renouveler la part sportive des Jeux Olympiques notamment. Et bien là, on se retrouve avec des valeurs extrêmement archaïques, d'abord avec les femmes qui sont exclues, et puis en plus, à partir du moment où on paye, tout le monde vient. Moi, j'ai un coup de marketing et je trouve de valeur à proposer aux vainqueurs. Que le vainqueur qui gagne les 100 000 euros garde 50 000 et redonne 50 000 ou à des associations de défense justement de la parité homme-femme, ou alors redonne carrément les 50 000 et qu'il les dispatche auprès de toutes les grandes championnes de ce sport. Mais si ça se sait, à mon avis, il ne sera pas accepté à la compétition. Justement, on voit qui est le sportif, qui est le vainqueur. Est-ce que justement le vainqueur, c'est le sportif ou l'organisateur? Là, on le verra. Voilà pour l'Arabie Saoudite qui reçoit une épreuve de ski alors qu'il fait 28 degrés. On l'a appris cette semaine, un étendard du rugby est à vendre. Le Biarritz Olympique est à céder. Son prix, messieurs? Un petit euro, est-ce qu'il est symbolique? Je ne sais même pas. Moi, je ferai un petit jeu de mots parce que je peux pas. C'est pas beau. Pas beau, BO, d'imaginer ce grand club qui a vu quand même naître Serge Blanco, une des plus grandes stars de l'histoire du rugby français, finir comme cela. Je dis finir parce que ça fait des années qu'on sait que le BO traîne un petit peu, n'arrive pas à rebondir. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le sauver, mais vous savez, quand vous n'êtes pas sauvable, il ne faut pas vous étonner d'en arriver là. Moi, je pense qu'il y a un problème qui n'est pas simplement sportif. Il est aussi économique et il est aussi d'un point de vue de la gouvernance. C'est vrai qu'il a été racheté par Louis-Vincent Gave avec une volonté immobilière de développer quelque chose derrière le stade. Le stade n'a pas été rénové. Il y a eu en fait une guerre frontale avec la mairie. La maire de Biarritz s'est opposée radicalement à faire des travaux dans un stade qui allait basculer dans une enceinte privée. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un bras de fer. Alors entre-temps, il devait y avoir un acheteur du côté de Brive. Le stade devait être construit comme un mini Anoeta à San Sebastián, donc du côté Pays Basque espagnol. Ça a été avorté. Et aujourd'hui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'attractivité du club est assez nulle. Et les déficits sont énormes. N'oublions pas que le budget du Biarritz Olympique en Pro D2 est de 9 millions d'euros.
D'accord ? Et aujourd'hui, malheureusement, si les pouvoirs publics et la mairie ne se mobilisent pas avec les grands anciens, les anciens glorieux du Biarritz Olympique, on risque de voir ce club disparaître. S'il n'y a pas de repreneur. Alors, s'il n'y a pas de repreneur, il faut savoir une chose, c'est que le Pays Basque, c'est un peu à part. Le Pays Basque du rugby, c'est encore plus à part. Oui. J'avais coutume de dire qu'il y aura la paix au Proche-Orient, que Bayonne et Biarritz n'arriveront toujours pas à fusionner. Là, aujourd'hui, Bayonne s'en tire pas mal. Ils ont fait des investissements dans leur stade. Ils sont distants de à peine 10 km, même pas. Attendez, juste, Biarritz, c'est en Pro D2. Biarritz est en Pro D2, alors que Bayonne est en Top 14, d'accord ? Mais Biarritz était promu pour monter. C'est un club mythique et c'est un club où, manifestement, on peut avoir une attractivité avec des sponsors, etc. Et là, notamment, on en avait des gens qui viennent du monde de la finance et qui étaient censés renflouer le club. Ça n'a absolument pas marché à cause de conflits, je dirais, entre guillemets, politiques et économiques. Si Biarritz disparaît, on va se retrouver encore une fois avec la problématique du rugby professionnel, c'est-à-dire que dès que vous n'avez pas de pôle d'attractivité économique, les clubs souffrent et ont besoin de mécènes. À l'époque, Serge Kampf, le fondateur de Capgemini, était le sponsor et le mécène, notamment de Biarritz, mais de l'équipe de France, mais aussi de tous les joueurs et les Barbarians, de France et de Navarre. Et aujourd'hui, malheureusement, Serge Kampf n'est plus des nôtres et Biarritz souffre. Peut-on à ce moment-là rêver à quelque chose de dingue ? La fusion ? Une fusion ? Impossible. Il y aura une bombe atomique avant. Eh bien alors, c'est à suivre. Feuilleton BO à suivre. On va parler sport. Sport de combat. Plutôt combat de rue. Mathieu Kassovitz, fan de boxe, pratiquant et militant, qui veut régler son compte à son vieil ami sur un ring, Saïd Taghmaoui, qui partageait l'affiche de la haine avec lui il y a 30 ans. Écoutez, c'est sidérant. Et ce message est pour Saïd Taghmaoui. Mon petit Saïd, il y a un moment où il faut que tout ça s'arrête. Je te vois sur Internet et sur tes réseaux sociaux, là... baver sur le film, baver sur nos projets, baver sur tout, baver le truc. Ça fait 30 ans que tu vis sur ce film et ça fait 30 ans que tu me craches dessus et que tu racontes de la merde. Il y a un truc. Je veux qu'on règle nos problèmes. Et je veux qu'on les règle en public. Parce que La haine est un film public, ça fait 30 ans que ça fait partie de la communauté. Et je veux qu'on règle les problèmes en public parce que ça me fait marrer en fait. Et surtout... tu m'as transformé en Frankenstein. C'est-à-dire que j'ai créé un monstre. J'ai créé un petit monstre que tu appelles un petit singe qui est devenu un gorille. Et tu es devenu la caricature de toi-même. Voilà. Alors pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que tu écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, que machin bidule, que les trucs de machin truc, machin là, ok ? Je vais te proposer un truc. Un combat en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre, comme ça on a le temps de se préparer, dont toutes les recettes iront à ton orphelinat justement, ok ? 3x3 rounds en anglaise, je vais te péter toutes tes dents, même ta gomina elle va retourner dans sa boîte, et je vais pouvoir montrer enfin à tout le monde à quel point t'es bidon et à quel point t'es vide. Je vais rattraper 30 ans d'insultes, 30 ans de... je sais même pas pourquoi t'es parti en couille comme ça. On va régler nos problèmes, je vais te péter toutes tes dents, je vais te ramener à... parce que t'as été, il paraît, champion de France, il paraît que t'as été vice-champion d'Europe, il paraît tellement de choses, et il y a tellement de gens qui ont envie de te taper aujourd'hui parce que tu les as insultés, tu leur as manqué de respect, que je vais me faire un plaisir de leur faire plaisir à tous ces gens-là. Voilà. Excusez-moi, mais c'est rare de voir un truc pareil. Moi, ce que j'adore, c'est que Cassos, je sais pas comment il faut l'appeler, mais pourquoi tant de haine ? Je peux le comprendre, parce que c'est vrai qu'il a fait un film phénomène. Bon, tous les acteurs, tous les comédiens, et Saïd, que je connais très très bien, ont vécu, c'est vrai, sur l'aura de ce film-là. Et après, il y a des petites guéguerres entre eux. Depuis des années et des années, ça dure. Mais ce qu'il y a de dément, c'est plutôt que de s'insulter sur les réseaux sociaux, il n'insulte pas du tout, il lui dit juste, je vais te péter la gueule. En gros, il lui propose un combat à l'amiable. Un combat entre hommes, un combat pour essayer de résoudre ça entre hommes. Et je trouve, bizarrement, moi je trouve ça drôle. Moi je trouve ça...
hyper culotté, ça ne m'étonne pas du tout de la part de Kassovitz, qui est complètement dingue. C'est-à-dire que, attention, il le dit, il va le faire. Hein. Maintenant, Saïd, faut qu'il réponde. Alors, est-ce qu'il répond en disant, écoute, je t'aime mon frère, viens, on se calme, pas la peine de se battre, etc. On a peut-être été trop loin. Ou est-ce qu'ils lancent? Où est-ce qu'ils vont y aller? Parce que je peux vous dire, je pense que, voilà, si ce match a lieu, son combat a lieu, mais il y aura des millions de gens qui vont regarder. Le narratif est drôle et au deuxième ou troisième degré, il est hilarant. Mais la réalité, on a vraiment l'impression que les combats entre Booba et Karis, les deux rappeurs soi-disant Kaira, mais c'est de la rigolade à côté. Là, on a vraiment. Enfin, c'est extraordinaire. Heureusement que le film s'appelle pas Le Bonheur est dans le pré, quoi. Ça aurait pu s'appeler Apocalypse Now. Je vais te péter toutes tes dents. Mais là, les dents et la gomina qui revient dans la boîte, etc., c'est extraordinaire. On peut même en faire un film du film, quoi. C'est extraordinaire. Non, ce qui est difficile à entendre, en fait, c'est qu'on se rend compte que ce film-là, qui date, je crois, de 96 ou de 97, hein, qui a été un succès incroyable dans le monde entier. Culte, c'est un film culte. Oui, on avait l'impression, justement, que dans les 4 personnages, tout se tenait bien. Et en fait, on se rend un petit peu comme dans des groupes de rock. Hein. Souvent, il y a des luttes intestines et puis ça part dans tous les sens. Là, manifestement, c'est un vieux conflit. Ça date de presque 30 ans. C'est tragicomique. Et on a hâte d'avoir l'étape 2. J'espère que Saïd Taghmaoui va cracher son venin et va répondre. Mais avant d'en arriver là, vous les connaissez bien, ils maîtrisent l'art pugiliste. Oui, il s'est entraîné. Oui, il a fait moi, des combats. Surtout Saïd, je connais très très peu, j'ai vu une fois ou deux Mathieu Kassovitz, mais que je respecte énormément en tant que comédien. Sur un ring. Et en tant qu'immense acteur, parce qu'on parle du réalisateur, c'est un grand acteur. Mais lui, il a fait des vrais combats, hein, Kassovitz. Hein. Ouais, il a récemment fait un film où justement il était un boxeur sur le retour et il s'est entraîné pour de vrai avec un vrai coach. Et d'ailleurs, à la fin du film. C'est pour ça qu'il est si assuré malgré tout. Non, mais il bluffe pas. De toute façon, Saïd est en grande forme physique aussi. Monter sur un ring, je fais de la boxe depuis toujours, c'est autre chose. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez taper au sac, vous pouvez faire du sparring. Quand vous montez sur un ring avec, en plus, une provoque. En gros, 3x3, c'est 3x3 minutes, 3 rounds. Bon, il y aura des arbitres, ce sera vraiment fait dans les règles de l'art. S'ils le font. Parce que c'est normal, c'est la noblesse aussi de la boxe maintenant. Est-ce qu'ils peuvent l'éviter? Je ne sais pas, je crois que Mathieu a envie d'aller au bout, mais en fait, il rigole. C'est qu'en gros... Il rigole à moitié parce qu'en fait, dans le sous-texte, et c'est dit dans la vidéo, c'est que l'air de rien, il paraît que Saïd Taghmaoui l'accuse de racisme, l'accuse d'avoir tiré la couverture à lui. Saïd Taghmaoui estime qu'il a été co-scénariste, qu'il a participé au projet de la production, etc. Ce qui, manifestement, d'après Mathieu Kassovitz, n'est pas vrai. Donc voilà, on attend la suite. Non, mais ça, c'est le début de la feuilleton, à mon avis, c'est une série. Vraiment, une plateforme aujourd'hui voudrait les suivre toute la journée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que si vraiment il y a le combat en septembre, ce sera peut-être un plus grand événement encore que les Jeux Olympiques. Mais je suis convaincu que si ce combat est retransmis sur Canal+, il fera plus de succès qu'avec quand Tony Yoka. En tout cas, si Canal+ ne le prend pas, Bismart est diffuseur, assurément. Et je suis arbitre, moi. Hein. Je vais être arbitre. Hein. Je vais être au bord. Je veux pointer. Moi, je veux pointer. Hein. Et moi, je veux bien être producteur. On l'a appris cette semaine. NBA record. Quelle vidéo de quel joueur a été la plus regardée de tous les temps sur l'Instagram de la Ligue de basket professionnelle, messieurs? MJ, Jordan, Stephen Curry. La réponse en images. Just toying with the little kids. Oh, poor Derek White. We love you, but he's going to end up on every highlight. Le dunk de Wembanyama contre les Boston Celtics le 31 décembre a été visionné combien de millions de fois? Alors ça, je ne sais pas. J'ai pas 1 milliard de fois. Non. Ça, c'est le nombre de vidéos vues de Wembanyama depuis son arrivée en NBA. Mais cette image, cette seule image, a dépassé les 150 millions de vues. 150 millions de vues. Énorme. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, ça me fait penser à la fameuse pub de Nike. Il y avait marqué, c'était extraordinaire, c'était Jordan 1, Gravity 0, donc Michael Jordan 1, la gravité 0. On le voit exactement faire un dunk comme ça, s'envoler, avec le bruit d'un avion au décollage, avec le bruit d'un réacteur très fort. Et Sauf que là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ses 2,23 m, il n'a même pas besoin de décoller. Il a décollé d'1 centimètre. Je vous interromps parce que j'ai la référence absolue. Vous savez, vous connaissez mon expertise. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Ouais. Vous avez pratiquement raison, mais pas totalement. Parce que vous parlez d'une campagne de pub qui est la suite d'un documentaire qui s'appelle Come Fly With Me. Exactement. Come Fly With Me,
C'est exactement la symbolique d'un décollage, sauf que Michael Jordan, à la différence de Wemby, fait son appel, prend son appel Dans la raquette. ligne. La ligne de sur raquette, ligne de absolument. lancer franc. Ouais, c'est vrai. On va revoir l'image. C'est vrai. Regardez l'image. Wemby qui mesure 2023. Ça, c'est la fin de l'image. Si on peut la recaler, voilà. Il est déjà décolle, dans le- Il est déjà là. Alors que Jordan Alors est que avant. est derrière. Bien sûr. Bon, bien sûr. ça n'enlève Et il va rien. plus haut. Et il va plus haut. Ah oui, il est pas forcément, grand. puisqu'il est plus Non, mais petit, il fait 1m80. là, il y a phénomène quand même. Là, il y a phénomène. Je veux dire, d'abord, c'est un Français. Il fait 2m23, c'est pas courant. Il a 20 ans. Et déjà, il affole tous les compteurs. Parce qu'on le voit, que ce soit d'un point de vue des vues sur Internet et sur les réseaux, mais on le voit aussi sur les maillots. Je crois que c'est le deuxième maillot le plus vendu aux États-Unis, c'est ça. Il vient d'arriver, il a fait 17 matchs ou 18 matchs. Ses scores sont absolument ahurissants. Je crois que contre les Pacers, je l'ai noté, 31 points. 3 sur 4 à 3 points, 12 rebonds. Oui, mais 6 ça... passes, 6 contre. Oui, mais Non, ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est le match qui m'oppose à mes fils qui sont bien plus experts que moi en basket. C'est le match qui m'oppose à mes fils tous les jours. Vous pouvez être un franchise player, et il est franchise player, et donc avoir ce qu'on appelle tous les tickets shoot. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, le résultat, c'est que San Antonio est très loin au classement. Parce qu'ils ont mal débuté. Non, parce qu'il est mal entouré. Parce qu'en fait, ça, bien d'accord. il n'y a personne. Il faut faire l'équipe autour de lui. Mais pour autant, il y a un autre indicateur que moi j'ai relevé, c'est que les San Antonio Spurs, qui est la franchise donc de Wembanyama, est l'équipe la plus regardée aujourd'hui sur le NBA League Pass, qui a progressé de 177%. Ouais. C'est énorme. Et- Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la nouvelle attraction Bah, c'est la nouvelle- mondiale, c'est pas seulement du Mais mondial, du NBA. et surtout en interne, on a eu aussi une information récente que les San Antonio Spurs, C'est dur à dire, justement, hein. avec les San Antonio Spurs, et Wembanyama, c'est plus facile, justement avec l'engouement autour de Wemby, c'est plus facile, ont le projet de construire un nouveau stade. Donc, quelque part, Nouvelle arena. une nouvelle arena. C'est toute l'économie d'un club, voire même d'une région, qui est mise en exergue avec la venue d'un petit Français de 20 ans. Et c'est valable et dans le basket que dans tous les autres sports. Quand on construit une nouvelle arena, quand on construit un nouveau stade, c'est en général l'écrin d'un changement absolument global, total, de fond en comble dans le club. On en profite toujours pour dire, voilà, on garde la marque, mais on va lui redonner un nouvel écrin. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un nouvel entraîneur et qu'ils vont construire. Un nouvel entraîneur, encore une fois, c'est Popovic, L'équipe autour de c'est lui. un peu l'historique. Pour l'instant, c'est lui qui tient la corde parce qu'il est canal historique. Il faut changer l'histoire. Ça a été l'entraîneur de Tipeee, de Tony Parker. Donc, quelque part, il y a une sorte de prolongement avec un Français qui se lance en NBA. Je pense que pour la belle histoire, même si Popovic n'est pas si jeune que ça, il devrait rester. Par contre, Wembanyama Autour de Wemby. est extrêmement attractif pour les drafts et pour les échanges de joueurs, sachant que tout le monde aura forcément envie de jouer avec ce phénomène. Eh bien, nous continuerons de suivre les exploits de Wemby. Netflix, nouvel entrant sur le marché des droits télé et qui pourrait jouer les troubles faits. Dimanche dernier a eu lieu un match de tennis entre Nadal et Alcaraz. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu grandiloquent, parce que c'est un match exhibition. Et Netflix, en fait, au lieu de rentrer sur une compétition classique, il pourrait très bien être sponsor d'une compétition, ça pourrait être Roland Garros, Wimbledon, ou l'US Open. Non, il rentre sur, encore une fois, ce qu'ils savent très bien faire. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'ADN de Netflix, l'entertainment, le divertissement très haut de gamme. En gros, ils créent un événement. Et ça veut que quand on a Alcaraz-Nadal, c'est un match exhibition. Et en plus, on va où ? À Las Vegas, comme les anciens matchs de boxe qu'on avait quand même il y a 30, 40 ans. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire, Netflix reste dans son ADN, plutôt que de sponsoriser une compétition, Alors, ils créent un événement. Plus que ça, Franck, c'est-à-dire qu'en créant l'événement, ils restent dans leur ADN, mais ça c'est un second temps. Le premier temps, c'est qu'on le voit, la capacité qu'a Netflix, notamment lorsqu'ils considèrent le sport, de faire des docus extraordinaires, notamment sur la F1, le golf et le tennis. Ça, c'était la première étape. Donc les gens se sont habitués à aller voir Netflix pour ce genre de doc. Aujourd'hui, ils créent leur propre événement. C'est clair que la troisième étape, ce sera de récupérer des droits du championnat de tennis, voire même d'un des 4 majeurs, que ce soit Roland Garros ou Wimbledon. Ça, c'est une certitude. Ils en font de très bons essais sur le football. Je vous conseille notamment celui sur Neymar, où il y a quelqu'un qui me ressemble un petit peu dedans. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qu'on a dit il y a 4-5 ans sur Neymar et de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Netflix a vraiment, pour moi, réinventé, en fait, ce que Canal+ avait fait dans les années 80-90. Canal+ avait réinventé l'écriture du sport à la télé. Eux, ils ont vraiment trouvé
quelque chose de fabuleux pour raconter l'histoire du sport et de remettre de l'émotion Alors, avec des docs pour l'histoire du sport, mais l'air de rien dans Vraiment. leur stratégie, qui est quand même une stratégie mercantile, heureusement Mais pour bien eux, sûr. ils inventent, Ça n'empêche pas. ils créent leur événement. Donc là, ils ont créé un match de tennis. Ils ont créé aussi une compétition un peu hybride où on mélange justement des golfeurs et des pilotes de Formule 1 pour faire des binômes et jouer dans une compétition de golf. Donc quelque part, on le voit bien, dans leurs investissements, ils arrivent à créer leurs propres événements pour arriver probablement à faire... Mais ils sont créatifs. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne se contentent pas de mettre uniquement de l'argent et leur logo. Ils inventent quelque chose. Donc bravo Netflix. Et d'un mot, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'organisation, l'équilibre des forces en présence sur le marché des droits Alors, ça en aura un sûrement, parce que, encore une fois, si Netflix rentre vraiment dans la donne des droits télévisés, il est clair que Prime Video va faire exactement la même chose. N'oublions pas une chose, c'est que là, la nouvelle étape de Netflix, c'est de créer un doc assez précis sur la NFL, donc le foot américain. Nul doute qu'il risque d'avoir peut-être des matchs de foot américains par la suite. Ok, le sport à fond sur Netflix. Messieurs, j'étais ravi de vous retrouver. C'était... Welcome back, boss. Le retour de l'arbitre. Voilà. Je suis là. D'ailleurs, je suis en gris. Ah, j'ai vu. Fin de cette édition de Smart Sport. À très vite sur l'antenne de Bismarck pour un nouveau rendez-vous sport.